Rob, bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Donc après cette session, il y a pas mal de questions que je voulais te poser par rapport au dopage. Forcément, il y a aussi des crossovers par rapport au MMA, mais pour le coup, c'est vrai que je regarde beaucoup tes vidéos et beaucoup sont par rapport justement au dopage, par rapport à des jeunes qui veulent commencer à avoir un avantage, que ce soit dans la muscu ou même que ce soit n'importe quel autre sport. Et c'est vrai que ce que tu dis souvent, c'est faites très attention parce que si vous faites n'importe quoi en voulant avoir un avantage, ça peut se retourner contre vous, mais de manière que vous n'imaginez même pas. Absolument. Première question que j'aurais posée, c'est est-ce que déjà tu en as eu qui viennent des sports de combat et qui t'ont posé ces questions-là de quel avantage je peux avoir, qu'est-ce que je peux utiliser dans ces sports-là, et si oui, qu'est-ce que tu leur réponds? Alors moi, il n'y a aucune personne qui m'a contacté pour prendre des produits dans les sports de combat, mais je connais des gens qui ont fait du MMA. Il y a un pote à moi qui faisait du MMA, qui était à un très bon niveau, donc je tairai le nom bien évidemment, et qui lui usait de produits dopants, de tous les produits dopants d'ailleurs qui existent, hormones de croissance, dérivés de la testostérone, pour accroître ses performances. Et lui me disait que ça lui permettait d'être plus performant, mais c'est pas pour autant que c'était un grand champion comme Khabib ou McGregor, quoi. Donc il était à son petit niveau, mais malgré le dopage, on ne peut pas faire d'un âne à cheval de course comme dit l'adage, mais il est évident que dans les sports comme le MMA ou les sports de combat, on prend des produits dopants pour accroître ses performances. Dans le bodybuilding, on est là pour la plastique. Et j'ai appris, quand j'ai fait une vidéo avec un grappleur sur le dopage d'ailleurs dans les sports de combat, que dans le MMA, un taux de testostérone plus élevé que la moyenne est autorisé, à la différence du cyclisme, du foot ou d'autres sports. Donc ça veut bien dire que, je mets les pieds dans le plat, que certainement si on autorise un taux de testostérone plus élevé que dans d'autres sports, c'est qu'on sait que les gens potentiellement peuvent se doper et qu'on les laisse jusqu'à un certain seuil utiliser certains produits dopants, mais sans aller trop loin. C'est mon interprétation à moi, qui n'engage que moi, bien évidemment, pas le MMA globalement et pas les personnes qui chapeautent le MMA mondialement. Et j'avais entendu, je ne sais pas si tu es familier avec l'USADA, l'agence antidopage américaine qui teste l'UFC. Absolument, oui. Et est-ce que du coup tu sais, parce que moi j'ai entendu dire que c'était le seul moyen en fait de savoir pour eux si tu es réellement dopé et d'avoir quelque chose d'efficace, c'est par les tests sanguins et urinaires. Est-ce que c'est le cas? Alors oui, mais les tests sanguins, il faut chercher une molécule dans le test sanguin pour savoir ce que tu as pris. En gros, c'est pas en prenant ton sang que je vais savoir directement si tu as pris de la testostérone, l'hormone de croissance ou autre. D'accord. Et les utilisateurs de produits dopants et les gens qui leur donnent ces produits dopants, qui sont souvent des médecins, surtout dans les sports professionnels, ils savent quelles sont les molécules qu'on ne pourra pas trouver. Ils savent, par exemple, qu'en prenant de telle ou telle manière une substance dopante ou tel moment, s'il y a contrôle, elle ne sera pas décelée. Donc en fait, si tu veux, les instances qui luttent contre le dopage ont toujours un train de retard par rapport aux personnes qui, elles, utilisent ces produits dopants. Et il faut chercher une molécule en particulier pour la trouver lors d'une prise de sang et lors d'un test urinaire. Mais c'est les seuls moyens pour trouver. Bon, si tu compares la photo du même athlète 6 mois auparavant, tu vois bien que s'il a pris 10 kilos de muscles secs en 6 mois, tu peux te douter que ça peut être dû à l'usage de produits dopants. Mais malheureusement, il n'y a que par un test en cherchant un produit X qu'on peut savoir si un individu a pris un produit dopant. Et parce que c'est vrai que dans tout ce qui est bodybuilding et tout ce qui est travail en gros pour avoir le corps le plus esthétique, là en soi c'est vrai que c'est ce que disent souvent ceux qui parlent du dopage en MMA. Là dans ces sports-là, c'est pas aussi entre guillemets grave dans le sens où c'est pour améliorer ton physique, mais ça n'engage que toi. Et c'est vrai que ce qui est souvent dit, c'est que en MMA, quand tu te dopes, le problème c'est que tu deviens plus efficace et donc que tu augmentes la probabilité de faire des dommages, des commotions à un autre être humain. Est-ce que cette personne-là, du coup, qui est venue te voir, qui faisait partie du monde du MMA, est-ce que vous en avez parlé de le moment où elle a commencé à prendre des produits? Est-ce qu'elle a eu ces questionnements-là de se dire est-ce que je le fais sachant que je prends un avantage et je vais mettre un autre être humain dans la sauce? Et est-ce que moralement, il a eu ces dilemmes? Pas du tout, parce qu'en vérité, tout ce qui va te permettre de pouvoir être plus performant et de gagner, que ce soit un nouveau coach, que ce soit une nouvelle méthode d'entraînement, que ce soit un nouveau lieu pour t'entraîner, des nouvelles machines, un nouveau régime alimentaire, tu vas te l'octroyer pour y arriver. La différence entre le bodybuilding et les sports comme le MMA, c'est que le MMA est un vrai sport professionnel où il y a des contrôles antidopage. Ouais. Le bodybuilding, c'est un sport, on va dire, amateur, semi-professionnel qui n'est pas reconnu par les instances du sport mondial. Donc la preuve en est, il n'est pas au JO, comme le MMA d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un sport où il n'y a pas de contrôle antidopage.
S'il y avait des contrôles antidopage, on verrait des physiques beaucoup moins volumineux. À l'instar, s'il n'y avait pas de contrôle antidopage dans le MMA, tu verrais des mecs beaucoup plus balèzes, beaucoup plus agressifs. Donc en fait, ce qui va réguler, c'est le contrôle antidopage, même si des gens arrivent quand même à se doper malgré ces contrôles. Mais il y a moins d'abus que si on n'avait pas. Donc en réalité, c'est plus bénéfique pour le sport. Et comme tu as dit très justement, pour les individus qui se confrontent à des gens qui potentiellement ont pris des produits et eux pas. Ouais. Et est-ce que le fait qu'en bodybuilding, du coup, t'es pas du tout de. Enfin, je sais pas s'il y en a pas du tout. Non, il n'y a pas. Avoir un contrôle, c'est une hérésie, quoi. C'est débile, quoi. Je veux dire, tous les mecs prennent des produits, ça sert à rien, quoi. Et est-ce que du coup, tu penses que si les combattants utilisent ça, ça peut backfire, j'ai utilisé un anglicisme d'enfoiré, mais est-ce que ça peut se retourner contre eux dans le sens, si c'est mal utilisé, est-ce qu'un dérèglement hormonal, ça pourrait, pour un combattant, flinguer même son camp d'entraînement plus que l'améliorer si c'est mal pris? Alors absolument, il y a un documentaire Icar sur Netflix, je ne sais pas si tu l'as vu. Donc là, le mec se fait encadrer par le scientifique qui s'occupait de dopage russe, dopage d'État. Et donc, il lui fait un protocole, donc suivi par un médecin. Le rêve de tout utilisateur de produits, être suivi par un médecin qui dit ce qu'il faut bien prendre. Et il s'est rendu compte qu'en se dopant, ses résultats étaient moins bons quand il était naturel. Donc, en fait, c'est hyper intéressant. C'est que là, on prouve que le dopage ne fait pas tout. Et pour répondre à ta question, quand tu prends des produits dopants, tu dérègles tes hormones, ce qui veut dire que ton corps ne va plus fabriquer ses hormones naturelles parce que tu vas lui donner 10 fois, 20 fois, 100 fois plus que ce qu'il fabrique naturellement. Donc, ton corps va se mettre en pause. Donc, pour relancer ton axe naturel, il faut prendre des médicaments qui sont faits à cet escient. Donc, ce qui veut dire que si la personne qui t'encadre pour le dopage n'est pas un pro de ce qui se passe après la prise de produits dopants pour que ton corps devienne normal, comme tu as dit très justement, ça peut être contre-productif. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas bien encadré, qui prend un peu ça sous le manteau, et en réalité il prend plus de risques qu'autre chose de se flinguer à moyen et long terme, quoi qu'il arrive. Absolument. Et la personne que je connais qui faisait du MMA, qui a pris des produits dopants, ça n'a jamais été un grand combattant. Donc ok, il a acquis un physique, il était gros, mais ça ne lui a jamais permis de toucher les étoiles comme les personnes que tu peux rencontrer qui sont certainement naturelles, tu vois. Donc après, il y a une notion de travail, il y a une notion également de talent, et malheureusement, tu ne peux pas pallier de talent par de la chimie. Quelqu'un qui est bon, qui prend des produits, va être meilleur, mais quelqu'un qui est mauvais va juste devenir bon. Donc c'est pour ça qu'on voit bien que, il y avait, comment il s'appelle, John Jones qui avait été contrôlé positif, mais lui à la cocaïne par exemple, tu vois. La cocaïne, donc c'est plutôt une substance qui est festive, donc c'est pas pour… En fait, c'est même débile de penser que c'est grâce à ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Voilà, c'est un moment, quand tu es aussi performant, les produits peuvent… En fait, si tu veux, les produits dopants, ça va te permettre de mieux fixer ce que tu vas consommer et de supporter plus facilement un entraînement qui est plus dur. Voilà, simplement ça. Mais ce n'est pas ça qui va te donner du talent. Il faut arrêter de croire que le dopage, si par exemple je prends ce que prend Lance Armstrong, je gagne un Tour de France. Non, tu n'as qu'un mec qui gagne le Tour de France et pourtant ils sont tous dopés. Le mec a eu 2-3 cancers, il a gagné 7 fois le Tour de France. Donc il y a également un peu de talent malgré la chimie. Et dans le bodybuilding, voilà, c'est pareil. Quand tu compares 10 mecs qui font 120 kilos, il y en a qui ont quand même un physique différent d'autres, tu vois. Donc tu as quand même une prédisposition génétique si tous les deux on prend un produit, le même, tu auras peut-être des meilleurs résultats que moi au dosage équivalent, produit et qualité de produit équivalent. Et des produits que prenait le gars que tu connaissais en MMA, il prenait des produits pour, entre guillemets, tout, c'est-à-dire la récupération, j'imagine forcément. Est-ce qu'il prenait aussi des trucs pour être plus endurant, que ce soit EPO ou je m'y connais pas suffisamment. Mais alors si tu veux, il y a des produits comme l'EPO qui sont… Dans le bodybuilding, on ne le prend pas, par exemple. C'est vraiment produit pour améliorer l'endurance. Donc, lui, j'en prenais également. Dans le bodybuilding, on prend tout ce qui sont des dérivés de la testostérone et des hormones de croissance, des diurétiques. Donc, ça, qui vont vraiment permettre l'accroissement musculaire. Mais si ils sont pris pour une pratique, toi, dans le vélo, par exemple, ils prennent de l'hormone de croissance, ils prennent de la testostérone et ils prennent bien évidemment de l'OPO, comme tu l'as dit très justement précédemment. Mais l'ami que je connaissais qui prenait des produits qui faisaient du MMA prenait tous ces dérivés de la testostérone et prenait de l'hormone de croissance et également de l'EPO. Donc, ce qui lui permettait d'accroître ses performances. Mais si tu veux, les anabolisants, les stéroïdes, sont des produits qui sont là pour améliorer le volume musculaire, donc meilleur volume musculaire. Si tu fais un sport d'endurance, tu vas quand même être plus endurant. En fait, tout va dépendre quel va être ton objectif sportif. Dans le bodybuilding, le but, c'est de manger le plus possible, se reposer le plus possible, s'entraîner intelligemment pour se développer. Donc, en fait, t'en fais moins pour
conserver le plus de nutriments et te développer. Dans les sports de combat, vous entraînez tous les jours, plusieurs heures, donc c'est beaucoup plus différent. Mais les produits dopants permettent également, des produits comme le décadurabolin, permettent de lubrifier les articulations quand on a des blessures ou des tendinites. Okay. Le peptide, le TB500 est également très bon pour les gens qui ont des problèmes tendineux ou des problèmes articulaires. Et aux États-Unis, on donne beaucoup de médicaments qui sont bons pour les douleurs, quels qu'ils soient, tu vois. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ces médicaments. Lidocaïne ou tout comme ça. Oui, mais c'est quoi la famille de médicaments? C'est anti-inflammatoire. Oui, voilà, on leur donne beaucoup d'anti-inflammatoires. Il y a des gens qui deviennent drogués aux anti-inflammatoires, addicts à ça. Donc encore, même la morphine également. Donc tu as d'autres substances qui sont beaucoup plus dangereuses et qui sont médicalement conseillées et qu'on peut te prescrire sur ordonnance, ou on peut devenir addict et qui sont beaucoup plus dangereuses et des gens meurent. Ouais. Tu vois, donc encore les anabolisants, ça reste quelque chose d'interdit. Donc les mecs qu'en prennent quand même, bon voilà. Mais les anti-inflammatoires et la morphine, c'est des produits qu'on peut même la cortisone, des produits qu'on peut te donner. La preuve, Rafael Nadal par exemple, le dernier Roland-Garros qu'il a gagné, il avait un problème au pied. Eh ben, qu'est-ce qu'on lui a donné à ton avis pour anesthésier son pied? On lui a donné des anesthésiants et des produits qu'on n'a pas le droit de donner, mais vu que ce sont des médicaments qui justifient d'être pris lors d'une pathologie, eh bien on peut le prendre. Ronaldo en 98, quand il était à plat et le sponsor Nike l'a forcé à aller jouer, on l'a dopé de médicaments qui ne sentent pas la douleur. Des antidouleurs. Et ça, c'est des médicaments sous prescription médicale. Donc pour moi, c'est beaucoup plus dangereux des substances qu'on peut prescrire médicalement et autoriser pour des raisons X ou Y par rapport à une pathologie, plutôt que des produits qu'on donne sous le manteau qui ne sont pas autorisés du tout. TRT, Testosterone Replacement Therapy, en français je me dis que ça doit être thérapie de remplacement de testostérone. Ça, les risques, parce que c'est ça qui est beaucoup utilisé en MMA, moins parce que c'est vrai qu'il y a eu avant où par exemple Chelsonen, pour ceux qui avaient suivi, il avait un ratio de testostérone en épitestostérone. Je crois que le maximum permis c'était genre 4 contre 1 ou 6 contre 1 dans le Nevada, il était genre à 17 contre 1, un truc comme ça. C'est pas mal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait été suspendu 6 mois après son premier combat contre Anderson Silva. Est-ce que ces choses-là qui étaient beaucoup utilisées, ça, les effets long terme néfastes, c'est quoi de ces choses-là? Alors la TRT, elle est prescrite pour des personnes qui ont la quarantaine. Donc c'est pas prescrit pour un gamin de 20 ans. Donc déjà, on le prescrit à un moment où il faut savoir qu'à partir de 25 ans, la testostérone chute. C'est à 25 ans, là on est au top au niveau de ses hormones. Et après 25, 30 ans, ça chute. Donc, ce qui veut dire que la TRT, c'est simplement remettre tes taux à un taux d'un gamin de 25 ans. Mais pour moi, je ne vais pas qualifier ça de dopage parce que quelqu'un qui se dope, la TRT, ça peut être une injection de testostérone tous les 20 jours, tous les 15 jours. Donc, ce n'est pas du dopage du tout. Ça va te permettre de te sentir un peu mieux, de te sentir peut-être sexuellement un peu mieux, mais ça ne va pas améliorer tes performances. Ça va améliorer ton état, on va dire, global et par rapport à la sensibilité de chacun. Parce qu'un mec qui s'est dopé, vraiment dopé, c'est pas avec une TRT qui va récupérer ses performances en tant que dopé. Voilà. Ça va simplement lui permettre d'avoir un maintien. Donc ça peut être intéressant pour un mec qui s'est jamais dopé, qui passe la quarantaine pour se sentir mieux dans sa peau. Mais c'est pas pour autant qu'avoir un physique de bodybuilder, tu vois. Donc la TRT, beaucoup de gens fantasment sur les résultats d'une TRT et sur ce que ça peut engendrer par rapport à la santé. Mais la TRT, à la base, c'est pour permettre à la santé, la TRT, c'est pour être en meilleure santé. Parce que quand tes hormones déclinent, le meilleur mois. Tu sais, il y a la ménopause chez les femmes, on la traite, et il y a l'andropause chez les hommes. Mais par exemple, l'andropause chez les hommes, c'est un sujet tabou, dont on ne parle pas vraiment. On va parler des problèmes de prostate, liés à une déficience en testostérone, mais on ne va pas parler des problèmes liés à un manque de testostérone pour un homme. Je veux dire, la virilité d'un homme, c'est d'avoir de la testostérone. Dans les pays anglo-saxons, si tu payes, tu as de la médecine anti-âge. Et ça, on peut te prescrire la testostérone, de l'hormone de croissance et des substances qui peuvent te permettre de te sentir mieux. Mais c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas ce que moi je vais appeler du dopage. Pour les doper. Ok. Oh putain, c'est vrai que du coup, alors moi j'étais resté sur parce qu'on a des. En fait, si tu veux, la TRT, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Okay. Des mecs, quand ils vont se faire contreposer, ils vont dire ah, je suis sous TRT, c'est ça que mon taux est un peu plus élevé. Voilà, c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. Mais en termes de performance, c'est pas une TRT qui va te permettre de gagner un Tour de France ou de devenir un champion du monde, ça c'est sûr. Putain, ça c'est, pour le coup, vraiment c'est intéressant parce que je pense que moi j'ai été le premier à le croire et peut-être aussi pas mal de gens. On a des combattants très connus qui se sont fait choper sous TRT et c'est même devenu un peu un running gag. Donc il y a un gars, Vitor Belfort, peut-être que tu connais. Pas du tout. En gros, lui, il était surnommé TRT Vitor quand il était à son top. Et en gros, il y a eu l'USADA qui est arrivé. Et après que l'USADA soit arrivé, et donc qui n'était plus théoriquement que sous TRT, moi je pensais que c'était la TRT qui lui donnait ce physique monstrueux, donc apparemment peut-être pas. Et en gros, après qu'il ait arrêté son traitement de TRT,
il est retombé, mais il a dégonflé comme un ballon. Ah bah évidemment. Donc ça veut dire qu'il aurait autre chose et que c'est pas que la TRT qui fait qu'il était jacked as alors fuck si tu veux, tu as des produits tels que les peptides. Les peptides, par exemple, si tu te fais arrêter par la police, s'ils viennent perquisitionner chez toi et qu'ils trouvent des peptides, ils vont pas y toucher. Parce que c'est un produit en fait qui n'est pas répertorié comme un produit dopant et interdit. Donc ça veut dire que tu as des substances qui sont similaires à l'hormone de croissance, mais qui juridiquement, vu que c'est des produits qui ne sont pas commercialisés, qui sont encore à titre à titre expérimentaux, donc c'est des produits que tu pourrais prendre et avoir des résultats tout à fait corrects sans être contrôlé positif à un produit dopant. Et les mecs qui vont prendre une TRT, pourquoi ? Parce qu'ils ont fait une vraie cure de stéroïdes pendant X temps et quand ils arrêtent cette cure-là, ils font une TRT pour maintenir plus ou moins les acquis. Donc c'est certainement ce qui a dû arriver à ce monsieur, c'est qu'il a dû prendre une vraie cure de testostérone, arrêter quelques mois avant de faire un contrôle antidopage par rapport à un combat parce qu'il sait que la substance va rester tant ou tant de temps dans le corps. Et à savoir que tu as des substances propionates donc qui restent 2-3 jours dans le corps. Si par exemple tu les prends, c'est des injections qu'il faut faire régulièrement, tous les 2 jours, voire tous les jours. Donc si tu arrêtes maintenant, dans un mois, tu n'as plus rien. Et là, le mec va faire une TRT, tu vois. Si tu veux, le mec qui pratique le dopage sait quoi faire pour ne pas être contrôlé positif par rapport à une date à une autre. Il va faire une TRT parce que s'il se fait contrer, il va dire « je suis sous TRT ». Donc la TRT, ça peut être justifié par une baisse de testostérone, tu vois. Mais un mec qui est combattant, qui s'entraîne régulièrement, logiquement, il n'a pas un taux de testostérone bas parce qu'il stimule assez ses hormones pour qu'elles puissent se reproduire très rapidement dans son corps. Parce que c'est par rapport à une stimulation. Donc un mec qui fait 20 ans de sport de combat ou plus, déjà, il a l'habitude de s'entraîner, il a l'habitude de mettre son corps poussé en ses retranchements, que son corps se dépouille, quoi, plus qu'un individu normal. Donc, c'est la personne qui aurait peut-être besoin le moins de ce genre de produit parce que son corps est habitué à être dans la contrainte. Est-ce que j'ai entendu ça aussi, que le surentraînement, ça pouvait baiser tes hormones aussi? Totalement. Okay. En fait, si tu veux, le sport de haut niveau, c'est du surentraînement total parce que les mecs, ils courent le matin, ils font 2-3 entraînements par jour. Ils ne mangent pas non plus 10 000 calories par jour. Donc, c'est totalement… En fait, si tu veux, pour moi, quand tu es un sportif de haut niveau, c'est choquant ce que je vais dire, mais pour moi, le dopage, c'est obligatoire parce que le dopage, ça permet simplement à ton corps de se régénérer, de récupérer plus vite. Parce que tu vas faire un entraînement tout aussi dur le lendemain, le surlendemain, toute la semaine. Ouais. Donc, à un moment, c'est pour ça que les gens se blessent. En fait, les gens font des blessures de fatigue à un moment. Parce que quand tu t'entraînes tous les jours à répétition, toi, tu fais des sports de combat. Bon, tu n'as pas été un sportif de haut niveau, mais rien qu'à ton niveau, tu m'as dit qu'au niveau cérébral, tu as eu des soucis. Donc, imagine-toi des mecs comme Conor McGregor, des mecs, on voit bien un mec comme, comment il s'appelle, comme Mohamed Ali, le pauvre, comment il a terminé, tu vois. Tous ces sportifs-là qui prennent des coups, et tu me l'as dit avant l'interview, tu prends plus de coups lors des entraînements que lors d'un combat, et c'est vrai que ça paraît logique, mais moi, je n'avais pas compris cette logique. Donc, il est important de prendre même des compléments alimentaires ou avoir un régime alimentaire qui te permet de régénérer tes organes, tes articulations, tes tendons, tes muscles plus rapidement. Bon, le sommeil en fait partie également, tu vois. Mais… Ouais. Et ce gars-là que tu as rencontré qui faisait partie du MMA, où est-ce qu'il les trouvait, ces produits du coup? Il en vendait. Ok, d'accord. Ah mais Rusty, si toi demain, j'ai fait une vidéo avec un mec qui s'était mis à faire du bodybuilding, il m'a dit dès que tu te mets dedans, tu trouves des produits facilement parce que tu tapes sur internet, t'en trouves. Les mecs entre eux, s'en refourguent. Je veux dire, trouver des produits, c'est comme si tu me dis tiens, je vais me mettre à fumer de la bœuf, où est-ce que je vais en trouver? Sur Snap, tu peux en trouver. Ouais, parce qu'il me semblait que justement, c'était dans une des interviews que tu avais données aussi où un de tes invités disait quand tu commences, tu dis putain, mais c'est un monde, tu sais. Voilà, c'est ça, oui, c'est tout à fait. Ouais, et en fait, quand tu vas à la gym et que tu as un gars qui t'envoie, en fait, après, c'est hyper facile. Tu ouvres une boîte de porc, tu dis, mais en fait, tout le monde en prend. Donc, en fait, si tu veux, c'est un système qu'on connaît quand on s'y intéresse, mais quand tu t'y intéresses pas, tu as un novice et les gens, si tu veux, ils en parlent oralement à des gens qui sont initiés et qui sont soucieux ou qui ont envie de le faire. Ouais. Donc, ils vont pas dire, tiens, Rusty, tu devrais. Donc, encore plus dans les sports de combat où c'est des sports professionnels, où il y a des contrôles antidopage, là, les gens, je pense qu'ils en parlent vraiment beaucoup moins que dans les sports, moi j'appelle ça, le bodybuilding, j'appelle ça le sport loisir. Parce que les gens le font simplement pour du loisir, pour être bien. Après, ils veulent faire des compètes, mais ils gagneront jamais autant d'argent qu'un Conor McGregor, qu'un Francis Ngannou, qu'un Cyril Gane, s'ils deviennent vraiment professionnels dans leur métier, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est bien dommage d'ailleurs. Parce que quand même, dans le MMA, on voit beaucoup de gens. Je prends Conor McGregor, voilà, je veux dire, si un mec comme lui t'apprend là, t'as vu comment il a pris de la masse. Ouais. Donc là, pour moi, il est sous Decadiana. Il est sous Sustanon Decadiana. Parce que là, il a pris vraiment beaucoup de rétention d'eau. Là, pour moi, le mec, il est sous cure. C'est sûr et certain. Pour toi, c'est sûr et certain. Ah, mais pour moi, c'est sûr qu'il prend des produits, c'est évident. Ok. Ah, mais pour moi, c'est une évidence folle. Là, partage une photo avant
quand il a arrêté le MMA et maintenant, écoute, le mec, il est comme ça. Déjà qu'il était comme ça de base, mais là, le mec a dû prendre au moins 15 ou 20 kilos, c'est sûr. Parce que c'est vrai que moi, de mon point de vue de novice total, en fait, je m'étais dit, bah ouais, enfin, il s'entraîne différemment parce qu'il fait peut-être plus d'entraînement de prise de masse, de machin. Peut-être que du coup, il a changé son alimentation parce qu'il est plus sous les mêmes diètes que quand il est obligé d'être ultra chaud en termes d'endurance de machin. Donc moi, je m'étais dit, bon, bah ça doit se faire potentiellement naturellement. Après, il y a aussi le côté pour régénérer la blessure plus rapidement, tu peux prendre des stéroïdes, apparemment ça aide à remettre plus Oui, vite. comme je te dis, tu as un peptide, le TB500 qui est fait pour ça, le décadurabolagement qui est... En fait, Ok, si tu veux, du coup pour toi c'est lié aussi à sa blessure. en fait, si tu veux, tous les stéroïdes à la base sont des dérivés de la testostérone qui ont un usage médical. Donc les stéroïdes, on les donne pour renforcer le système immunitaire de gens qui ont une déficience immunitaire due à un cancer, sida. Donc si toi, tu es en bonne santé, c'est comme prendre du Viagra si tu n'en as pas besoin. Bah, tu es Rocco Siffredi, mais c'est fait pour des gens qui ont des problèmes érectiles à la base, tu vois. Ouais. Pour juste qu'ils soient comme nous, on est normalement. Donc, et d'autant plus quand tu prends des hormones ou dérivés de la testostérone, tu prends un dosage qui est 50 fois plus élevé que la prescription médicale qu'un médecin va te faire pour quelqu'un qui a une pathologie qui justifie cette prise de médicaments. C'est ça qui est fou en fait, tu vois. C'est que non seulement tu n'as pas de problème de santé, mais tu prends plus que le mec, que le mec à qui on le donne qui a des problèmes de santé. C'est extraordinaire. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que c'est sûr et certain pour toi que c'est la prise de produit pour Conor et que ça peut pas être juste, comme là, il a un entraînement qui est différent où il fait peut-être plus de muscu ou quoi que ce soit, qui aurait pu faire qu'il prend cette énorme carcasse? Parce qu'il est assez rond. En fait, si tu veux, c'est des signes qui ne trompent pas. Il a fait de la rétention d'eau. Donc le visage, tu vois qu'il a pris. C'est quand tu prends des stéroïdes, tu vas grossir beaucoup des épaules, certaines parties du corps. Tu vois qu'il a quand même gardé une taille hyper fine. Mais que son muscle est voilé, il est plus sec qu'avant. Tu vois qu'il a pris de la masse, mais il n'est pas sec. Et un mec qui s'y connaît dans le dopage, comme moi je peux m'y connaître, comme les gens qui vont regarder peut-être cette vidéo, c'est des signes qui ne trompent pas. Le visage, le corps, voilà. Pour moi, il a pris décadurabolin, Diana, Testo. Enfin, après, vu qu'il a la chance d'être multimillionnaire et d'avoir accès à des médecins, aux gens qui peuvent peut-être lui prescrire des produits de pharmacie, c'est ce que j'espère. Parce que en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les personnes, que ce soit du plus grand athlète au mec qui est au fitness park du coin, tout le monde passe par le marché noir. Ouais. Parce qu'en fait, les laboratoires classiques, beaucoup de produits, ils ne les fabriquent plus. Ils fabriquent simplement de la testostérone, l'hormone de croissance, des diurétiques et autres. Donc, tous les dérivés que les mecs prennent pour accroître leur masse musculaire, eh bien, tu les trouves que dans le marché noir. Donc, c'est ça qui est intéressant. Même Stallone s'était fait arrêter, un peu dans quel pays, où il avait de l'hormone de croissance. Tu vois, l'hormone de croissance qui est ramenée d'un pays à un autre, tu vois, c'est qu'en fait, tout le monde est logé à la même enseigne en fait, tu vois. Simplement que quand tu as plus d'argent, tu risques de te faire plus niquer qu'un mec qui en a moins. Parce qu'on va se dire, écoute, lui, je vais lui vendre n'importe quoi, rubis sur l'ongle, va tout m'acheter, et je m'en fous, tu vois. Donc, et pour aller dans ton sens, en plus, apparemment, Conor n'a pas été étrangement testé par l'USADA depuis environ 1 an. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, là, vu qu'il va préparer un combat, il dit, vas-y, fuck, j'envoie. Je vais grossir et quand je vais faire ma prépa, j'aurai pris au moins 20 kilos de viande et je pourrai être plus massif, peut-être pour monter en catégorie, peut-être, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle quand même d'un mec qui est influenceur, qui est sur les réseaux, qui a des sponsors. Donc voilà, le mec aussi, c'est bien également pour son image de se métamorphoser, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a aussi une partie dont on n'a pas parlé, mais qui aussi peut apporter dans le fait de se doper en tant que combattant particulièrement, c'est le fait que comme tu récupères plus, et c'est quelque chose qui, j'espère que je dis pas de bêtises, mais qui a peut-être pas dans le bodybuilding, mais c'est le côté acquisition de connaissances. Et en fait, quand tu peux t'entraîner plus longtemps ou un jour de plus parce que tu as récupéré plus rapidement, en fait, tu peux prendre plus de skills, plus de compétences parce que, et ça, sur, je sais pas, peut-être une période de 5-6 ans, ça fait que tu as peut-être 6 mois de plus pour quelqu'un qui a pu récupérer grâce à des produits dopants, 6 mois de plus où tu as pu acquérir de nouvelles connaissances par rapport à quelqu'un de normal ou qui lui était dans les choux le dimanche, je suis totalement d'accord. Mais si tu veux, il y a des choses qu'on tolère. On tolère des infiltrations, par exemple, quand les gens ont des tendinites. L'infiltration est là pour soulager, te permettre de ne plus sentir la douleur. Donc en fait, c'est un débat d'idées stupides. Il y a des drogues qui sont tolérées par la société, par l'intelligentsia, et d'autres qui ne le sont pas, malheureusement. Au même titre que le tabac c'est toléré, l'alcool avant c'était prohibé, c'était le business d'Al Capone, maintenant l'alcool est autorisé. Donc, en fait, c'est les époques qui changent. Donc en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que en fait, on montre du doigt des gens qui se font avoir. Quand tu prends Marion Jones, ça a détruit sa vie, parce que le parjure, c'est quelque chose de très grave. Lance Armstrong, écoute, on lui a tout repris, tu vois. Donc à un moment, oui, c'est sûr, mais ça n'enraye pas le système. En fait, moi, je suis d'accord de lutter contre le tabac. Si ça enraye tout, je veux dire... il y a toujours des gens qui se dopent, quoi. Voilà, en fait, on veut simplement détruire la vie de gens.
Avec deux jambes. Mais en fait, cette organisation qui lutte contre le dopage, on sait les gens qui se dopent, on sait où les gens achètent leurs produits, où est-ce qu'ils fabriquent. Voilà. Donc à un moment, c'est comme le problème avec les Ouïghours, tu vois. Oui, Zara, nana, ok. Arrêtez. Oui, arrêtez la production. C'est pas nous qui faisons, qu'important les Zara en France ou H&M. Je veux dire, nous, on mange ce qu'on nous donne à manger. Si tu ne nous donnes pas Zara, on achètera autre chose, hein, t'inquiète pas. On n'est pas tous bloqués là-dessus. Donc, c'est un débat d'idées, c'est très hypocrite. Et souvent, quand on fait tomber quelqu'un, on le fait tomber personnellement. Lance Armstrong, c'est un journaliste qui n'a pas lâché l'affaire, qui l'a fait tomber personnellement. C'est une affaire personnelle, en fait. Oui, c'est d'autant plus qu'ils avaient montré que je crois que c'était les 25 des premiers des Tours de France. Oui. Ouais. John Jones, quand on l'a arrêté, c'est parce qu'on voulait faire tomber John Jones, c'est tout. Je veux dire, à un moment, je pense que même Dana White, il sait qu'il se dope, et lui-même peut dire non, à lui, vous lui cassez pas les couilles, vous cassez les couilles à lui, parce qu'il y a des enjeux financiers. Il y a eu de toute façon des petites mains. Il y a des enjeux financiers tellement importants. On parle du sport business, le bodybuilding, on s'en bat les couilles, ça rapporte pas d'argent. Mais il y a des sports, le tennis, on parle du dopage dans le tennis. Le foot, il y a des mecs qui claquent sur le terrain. On en parle de ça, on n'en parle pas. Les seuls sports où on en parle, c'est le cyclisme. Le cyclisme, le rugby aussi, on en parle un peu. Mais vraiment, la natation, on n'en parle pas, la natation. Tu vois, des mecs, ils ont des épaules, on dirait des avions. Et eux aussi, ils nagent, même quand il fait moins 40, même il pleut, ils nagent. Donc tu vois, on n'en parle pas. La gym. Tu as vu le sport que c'est, les douleurs qu'ils doivent se taper. Eux, ils doivent être dopés d'antidouleurs, de cortisone, de ce que tu veux. On n'en parle pas, tu vois. Donc, on montre du doigt des sports plutôt que d'autres, et d'autres, on les laisse tranquilles, parce que c'est des sports qui ramènent beaucoup. Le MMA, on tire un peu dessus parce que c'est un sport qu'il faut incriminer. On l'a interdit pendant longtemps par rapport à la violence. Maintenant, on va dire que les mecs sont agressifs parce qu'ils se dopent. Voilà, donc c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est important que les jeunes générations qui s'intéressent au sport, qu'ils soient amateurs ou professionnels, soient mises au parfum, soient sensibilisés pour se dire que l'important dans un sport, c'est de le pratiquer. Tous les gens qui pratiquent, même tous les sports mélangés, bodybuilding, la plupart des pratiquants le font de manière naturelle. La preuve en est, toi, tu as un physique extraordinaire et tu ne touches ni barre ni haltère et tu manges à peine 2 fois dans la journée. Donc, c'est la preuve qu'il y a un capital génétique. Et tout le monde n'est pas fait pour tous les sports. Un mec petit sait qu'il ne va pas être bon pour le basket. Un mec grand sait qu'il ne va pas être bon pour autre sport. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le business du sport et le business des marques qui font du business doivent faire croire à tout un chacun que tout le monde peut devenir un très bon sportif juste en mélangeant de la poudre avec de l'eau, juste en portant tel ou tel vêtement ou juste en étant passionné. Mais non, ce n'est pas possible ça. Et la frustration fait qu'on va se dire que pour devenir un champion, la solution, il faut que je prenne ce produit. Ben non. Il faut que tu changes ton fusil d'épaule et que tu choisisses un autre sport là où tu pourras briller. Pour moi, l'importance, elle est là. Il faut faire comprendre aux jeunes générations que ce n'est pas parce que tu vas utiliser des produits chimiques que tu vas devenir meilleur que celui qui n'en prend pas. Il faut que tu trouves un sport où tu seras bon grâce à ta capacité de base et à ton travail. Et c'est à nous qui avons des chaînes sportives, aux éducateurs sportifs, aux coachs, même aux athlètes, de prêcher cette bonne parole. C'est hyper important. Absolument, c'est vrai que c'est pour faire du coup la boucle par rapport à la manière dont on avait commencé le podcast, c'est vrai que le seul endroit où pour moi ça me fait mal au cœur, c'est du coup il y a le combattant qui avait utilisé la TRT, Vitor Belfort. Lui pour le coup il était monstrueux, mais comme du coup tu m'as ouvert les yeux dessus, il devait prendre autre chose, c'est sûr, mais c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à ça. Mais lui pour le coup il y a un des combats où il était en mode monstre, où il a mis un kick à un gars et le gars a perdu son œil. Ouais. Et en gros, c'est là où c'est ultra. Il a plus d'œil, le mec, là. Il a perdu. Ouais. En gros, maintenant, c'est un œil en verre. Ouais. Et en gros, et c'est là où c'est terrible, c'est que pour le MMA particulièrement, il y a eu à un moment donné un débat à la limite, est-ce qu'il ne faudrait pas créer une division avec des gens qui prennent tous les produits qu'ils veulent. Et il y a certaines organisations en Europe où clairement, ils regardent un peu de l'autre côté, et où c'est le cas. Et des divisions où les gars sont naturels, parce que c'est vrai que le risque pour quelqu'un qui est naturel et donc qui n'a pas la même vitesse, la même endurance, même des produits pour améliorer le temps de réaction, en gros, tu peux perdre ton œil, c'est des dégénérescences à partir d'un certain âge, et c'est là où c'est terrible. Mais le problème, c'est que c'est aussi ce qui vient juste après l'argument de « mais est-ce qu'on ne créerait pas une division avec tous les mecs qui sont les plus gros monstres ?» En fait, le problème, c'est que du coup, nous, on est humains, on a envie de voir qui est le meilleur, le plus gros c'est du spectacle. Et donc, les gens regarderaient probablement plus la division avec tous les dopés que celle où les gens seraient naturels. Et c'est là où c'est un peu un dilemme et c'est là où c'est terrible. Mais donc, en MMA, c'est vrai que moi, je me dis, c'est vrai que si c'est pour avoir des gars qui ont des dégâts irrécupérables à la tête et au cerveau, même les yeux, les machins, etc., c'est vrai qu'on a envie de se dire, faisons le sport le plus clean possible, mais sachant que de toute façon, comme tu l'as dit, il y aura
toujours des gens qui auront un temps d'avance et qui de toute manière se doperont. Il y a un des plus grands entraîneurs de MMA, Firas Zabi, qui disait que lui, il estimait des gens avec qui il avait parlé dans le monde du MMA que 70% des gens étaient dopés à peu près. Oui, mais tu vois, c'est pour ça qu'en fait, le dopage, il y a les produits donc dopants, des vrais testostérone, mais il y a aussi les médicaments, comme on parlait, les corticoïdes, il y a les antidouleurs, il y a la cortisone, il y a la morphine, et il y a également un produit qui s'appelle l'Adderall, qui est un produit qu'on prescrit aux enfants qui sont... Oui, troubles de l'attention. Qui sont pas très attentifs, et tous les traders tournent à ça, les étudiants aussi. Moi, on m'a ramené ça des États-Unis un jour, c'est un truc de ouf. Ça te permet d'être focus, et ça... Tu l'as essayé, oui, ça fait un truc de ouf. Mais quoi, mais ça, tu vois le film Limitless? Ouais. Et ben en fait, il parle de ça dans Limitless. Bon, après, t'es pas comme le mec, mais en fait, c'est ça en fait, tu vois. Tu te sens bien, tu t'es intuitif, c'est un truc de dingue. Mais ça, c'est un produit qu'on peut pas décider dans une prescription, c'est un médicament. Qu'on peut te prescrire parce que tu es hyperactif. Donc moi, je trouve que c'est plus dangereux de prendre un médicament comme ça qui te rend focus dans ton truc. Surtout en sport de combat où tu as une seconde d'avance. Voilà, tu vois, le mec qui a mis le coup de pied, bah voilà, il a une seconde d'avance. Prendre des antidouleurs qui te permettent de rien sentir, donc tu y vas, mon gars, t'es un cyborg. Et en plus, prendre de la cortisone, parce que cortisone, dès que tu as un truc, tu le mets, tu sens plus rien. Et de la morphine qui te permet d'être shooté. Et ça, on peut te le prescrire et tu peux avoir le droit de le prendre. Donc, pour moi, dans les sports de combat, c'est plus dangereux de carburer à ça que de prendre de la testo. Parce que la testo, si tu veux, à un moment, quand t'en prends, t'as plus d'effet. Si tu prends un gramme de testo, au bout de 3-4 mois, ben, le gramme de testo, c'est comme si tu prends un, ça te rend juste normal en fait. Tu vois. C'est le fait d'arrêter d'en prendre qui va te faire chuter. Tandis que quand tu prends des antidouleurs, bah, tu sens plus ta douleur. Bah ouais, donc pour un combattant, c'est plus important de prendre un antidouleur. Je veux dire, le mec, souviens-toi de le banner quand il avait eu un œuf sur le truc. Voilà, tu vois, ton médecin il peut te donner un truc pour que tu sentes plus la douleur, tu vois, juste à l'instant T, parce que comme tu as dit très justement, c'est important, c'est le combat, c'est pas l'entraînement. Toi, c'est le combat, c'est au moment précis. Après, on s'en fout que tu sois handicapé, que tu sois un légume à la fin. Non, il faut que tu arrives au bout et que tu gagnes si tu peux, tu vois. Donc, je dirais qu'il faudrait plutôt lutter contre les médicaments qu'on prescrit dans tous les sports, tu vois, plutôt que des médicaments qui sont interdits et qu'on contrôle et qu'on peut savoir si telle ou telle personne a pris un produit X ou Y, tu vois. Et bah pour dernière question, pour clore cette interview, ce gars-là, du coup, pour faire le full circle, lui, sa philosophie par rapport à ça, c'est, je sais maintenant, je ne sais pas s'il est à la retraite ou pas, et voilà, ne donnons pas de détails comme ça, machin, on ne saura pas qui c'est, mais lui, il est en mode, de toute façon, je vais en prendre, même si ça met ma santé en péril, c'est sûr et certain, simplement pour avoir cet avantage, même s'il n'est pas à haut niveau. Lui, il est vraiment en mode, même à mon niveau à moi, c'est comme si un joueur de foot qui jouerait en CFA et qui se donne le plus d'avantages possible, même s'il n'est pas en Ligue des Champions, etc. Lui, il est vraiment en mode, bon, même à mon petit niveau, je veux un avantage, et même si ça met ma santé en péril, je le fais. En fait, oui, parce que tu sais, c'est comme quelqu'un qui userait de stimulants sexuels tels que Viagra, Cialis ou Camagra pour niquer. Il va se dire que le jour où il n'en prendra pas, il risque de ne pas être performant selon son point de vue. Donc le mec use de produits dopants, il va se dire que de toute façon, quand il ne prendra pas de produits dopants… Moi, je connaissais des mecs qui ne s'entraînaient pas quand ils ne prenaient pas de stéroïdes, parce que pour eux, ça ne servait à rien. Donc ça veut dire que le combattant que je connaissais, qui prenait des produits et qui avait déjà acquis un physique grâce à ça, pour lui, il sait ce que c'est de s'entraîner sans, parce qu'avant, il s'entraînait sans. Il s'entraînait avec, et après, c'est quand même rentraîné sans. Donc tu rentres dans un engrenage, et après, ce qui permet aux gens de s'arrêter, c'est la blessure. Parce que quand tu prends des produits dopants, comme tu as dit très justement, tu t'entraînes plus, tu récupères plus vite, mais malheureusement, après un moment, tu peux te blesser plus aussi. Donc c'est la blessure qui va faire que la personne va s'arrêter et peut rentrer dans l'engrenage des produits qu'on citait précédemment, des antidouleurs, de la morphine, de la cortisone, des produits pour être plus focus. Voilà, c'est c'est encore la porte ouverte à autre chose. Parce que dans le catch, c'est un vrai problème, les produits antidouleurs. C'est un problème. C'est un fléau. C'est un fléau. Dans le catch, c'est un fléau. Regarde l'Undertaker, t'as vu comment il est l'Undertaker, s'il te plaît? Le mec, quand il monte sur la ring, tu te dis, mais il va claquer à chaque instant. Bah non, parce que les mecs, ils sont bousillés de produits comme ça. Je suis même presque étonné, enfin je sais pas, peut-être que c'est parce que je m'y connais pas, mais qu'il n'y ait pas plus de crise cardiaque ou de trucs comme ça dans le catch. Non, parce qu'en fait, si tu veux, le corps, en fait, le corps, il encaisse bien, en fait, tu vois. Et en fait, si tu veux, le problème, c'est pas quand tu prends, c'est quand tu arrêtes. Parce qu'un mec qui prend de l'héro, le problème, c'est quand il va arrêter qu'il y a un souci. Quand il prend de l'héro, mais qu'il prend du crack, il plane, le mec, il est bien. Mais quand ton corps s'habitue à la substance, c'est quand tu veux arrêter qu'il y a un problème. Comme tu m'as dit, le combattant qui les armes étaient sous TRT, quand il arrête sa TRT, il a chuté. C'est là le problème. C'est quand tu arrêtes le problème. Quand tu arrêtes, ton corps ne peut plus fonctionner sans. Donc c'est là où tu deviens un légume. C'est là où tu as un problème, tu vois.
Donc, comme m'avait dit un ami médecin, il m'avait dit, tu as deux choses. Ou bien tu commences jamais les produits, mais si tu commences, c'est pour jamais t'arrêter. Donc, c'est pour ça que le meilleur scénario que je prône dans mes vidéos, c'est de jamais prendre de produits. Parce que quand tu commences, que ce soit dans le bodybuilding, n'importe quel sport, tu le fais pour… Ça passe ou ça casse. Dis, vas-y, je vais être le champion, je m'en fous, j'envoie. Tant que je suis champion, oui, mais à un moment, si tu n'es jamais champion, et même si tu le deviens, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'à un moment, toute médaille à son revers, la corde, elle finit par lâcher, et voilà, tu finis par te blesser. Et même, j'avais vu un documentaire sur Netflix qui parlait des combattants MMA qui, eux, justement, n'y arrivaient pas. C'était des combats clandestins, mais c'était pathétique. Et il y en a un qui disait qu'en vérité, ça se compte peut-être sur les doigts d'une main, les mecs qui arrivent à être comme Conor McGregor, en vivre. Ouais, bien sûr. Mais toi, tu sais mieux que moi. La plupart, en fait, c'est des mecs qui ont des problèmes de santé, qui vont au charbon pour… Quand ils rentrent dans la cage, ils ont une chance sur deux peut-être de ressortir sans un œil. Ou tu vois, le mec, il a plus d'œil. C'est un truc de ouf quand même. Il a plus d'œil, le gars. C'est incroyable quand même. Il a plus d'œil. Ah bah tu ouais, vois, tu vois, tout le monde n'a pas la chance d'être Georges Saint-Pierre ou Khabib ou des gens comme ça. Et encore, même Georges Saint-Pierre, lui, il a développé des absences où, pour lui, il y a des moments où il oublie 2 heures de sa journée à cause de problèmes de, tu vois. Et lui qui a affronté des dopés de mais encore lui, il a fait de l'argent, il a mis l'abri de sa famille. Exactement. Mais pense à tous ceux qui ne sont pas symptômes. dans le Hall of Fame dont on ne parlera pas après leur mort, tu vois. Absolument. Donc c'est malheureux, c'est malheureux. Donc ça, encore une fois, c'est tous les sports, il faut avoir un don. Pour prétendre à quelque chose, il faut avoir un don. Et malheureusement, on fait croire aux gens qu'ils peuvent tous y arriver. Et ça, je trouve que c'est la plus belle arnaque, quel que soit le sport, même quel que soit les domaines dans la vie. Même moi qui suis père de famille, il faut pouvoir expliquer à ses enfants qu'il y a des domaines dans lesquels ils ne vont pas être bons, mais il faut qu'ils trouvent les domaines dans lesquels ils seront bons. Ils vont pouvoir briller et ne pas se frustrer parce qu'ils ne sont pas bons dans un domaine où ils aimeraient être bons. Ouais. Tu vois, mais une industrie, le foot, regarde, on fait rêver les gamins, mais regarde, Mbappé, il n'y en a pas 30 000 d'Mbappé, tu vois. Il n'y en a pas 30 000. Il n'y en a pas 30 000. Donc, on est dans une société, la société de la performance, la société où tout le monde a envie d'être quelqu'un, qu'on l'adulte pour quel que soit le domaine d'activité. Ouais. Et malheureusement, il y a des gens qui ne seront jamais adulés pour rien. Mais, je veux dire, être un bon mari, être un bon père de famille, être un bon frère, être un bon fils, être un bon employé, être un bon chef d'entreprise, être un bon citoyen, c'est énorme en fait. Et ça devrait nous suffire à être heureux. Ouais, parce que ça donne du sens à la vie. Ça donne du sens à la vie. Quoi. Bah oui, donc tu contribues à la communauté. Donc contribuer à la communauté, c'est pas simplement être adulé par des gens qui ne te connaissent pas et être reconnu dans la rue par des gens qui ne te connaissent pas. On s'en fout de tout ça. Non, c'est ça, c'est être fiable, c'est savoir se comporter. Non, complètement. Bah, est-ce que tu voudrais bien, pour la fin de cette interview, la finir par, ce serait un honneur, par la fameuse maxime? Bon, je le fais parce que je suis bien obligé. Mais les amis, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, ça se mérite plutôt. Parce que n'oubliez pas, les amis, on ne critique pas les clochards dans la rue. À partir du moment où des gens vous critiquent, c'est que vous avez réussi. Donc ne faites pas les phrases. Oui, il y a des gens qui mettent des commentaires négatifs. Mais tant mieux, critique-moi, frère. Critique-moi, insulte-moi, ça veut dire que je suscite de l'émoi chez toi. Et quelqu'un qui prend le temps d'écrire un commentaire négatif, moi j'ai des mecs qui m'écrivent des pavés, tu te dis, il y a introduction, développement, conclusion. Hein. Et à la fin, il te dit même, j'aime quand même ce que tu fais. Donc ça, les gens qui prennent le temps de vous critiquer, mais c'est les meilleurs parce que moi, je sais pas, ça te fait la même chose, moi je ne mets jamais de commentaires sur les vidéos que j'aime bien. Ah bah. Donc le mec qui a le temps de mettre un commentaire négatif pour te donner son point de vue négatif, mais il a le droit en vérité. Donc merci beaucoup, continue là de le faire. Et c'est c'est bon pour le référencement. C'est bon également pour l'algorithme parce que plus de gens mettent des commentaires, plus de gens likent tes photos, plus de gens le partagent, mieux tu es référencé et plus les gens te voient. Donc c'est les règles du jeu, donc il faut les accepter. Et moi je les accepte. Je suis là pour ça les amis, pour me crucifier. J'adore ça. Merci beaucoup. Zérob, merci Rusty, beaucoup. son of a bitch. J'ai regardé Predator il y a 2 jours, c'est pour ça. Ah putain, mais le film. Le 1 et même en français, hein. Même en français. Mais non, mais parce que nous on regarde en français. Ah bah bien sûr. Regarde en à VO. l'époque, les doublages c'était magnifique. Non, mais les films des années 90, ouais. écoute, c'est imbattable. les Stallone, les Schwarzy, c'est du caviar quoi. Ouais.